Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Dans le cadre du Festival de Cannes 2019, nous vous proposons des épisodes spéciaux avec de courts entretiens à propos des films sélectionnés cette année. En partenariat avec la sélection officielle Cannes Classics, nous avons pu nous entretenir notamment avec certains réalisateurs et réalisatrices de films de patrimoine restauré ou de documentaires sur l'histoire du cinéma. Bonne écoute! Bonjour, je suis Thibault Ely et bienvenue pour un nouvel entretien depuis le Festival de Cannes 2019. Aujourd'hui, nous allons parler de restauration à propos du film L'Âge d'Or de Luis Buñuel qui a été présenté dans la sélection Cannes Classics. Alors bonjour à vous quatre, je vais vous présenter. Hervé Pichard, vous êtes responsable des acquisitions et chef de projet des restaurations à la Cinémathèque française. Bonjour. Bonjour. Céline Ruvio, vous êtes directrice des collections de films à la Cinémathèque française. Oui, bonjour. Isabelle Der, vous êtes attachée de conservation en cinéma expérimental au musée d'art moderne et Centre Pompidou. Oui, bonjour. Et enfin Alice Moscoso, chargée de numérisation des collections au musée d'art moderne du Centre Pompidou. Oui, c'est ça, bonjour. Alors tout d'abord, une première question. Hervé Pichard, pourquoi restaurer un film de Buñuel en 2019 ? En fait, au départ, la Cinémathèque a eu cette volonté de restaurer les 3 premiers films de Buñuel, Un chien andalou, Terre sans pain et L'Âge d'Or qui a été projeté aujourd'hui, parce que ces 3 films finalement annoncent la longue carrière de Buñuel, et évidemment pour restaurer L'Âge d'Or qui n'est pas vraiment un court-métrage, qui n'est pas vraiment un long-métrage puisqu'il dure 1 heure, on s'est tourné vers les ayants droit, à savoir le Centre Pompidou, pour à la fois connaître ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant en termes de restauration, et puis pour évidemment collaborer avec eux sur cette restauration numérique. Je suis Céline Ruvio. Je voulais tout d'abord passer la parole sans doute au Centre Pompidou. Et notamment, je pense qu'il y a une histoire assez intéressante sur le matériel, comment il est arrivé au Centre Pompidou. Et je pense qu'Isabelle Der peut un petit peu nous raconter ça, puisque c'est aussi lié à Buñuel lui-même quand il était encore vivant. Je suis arrivée au Centre Pompidou. Je n'ai pas eu connaissance de cette historique, mais... toujours est-il que le Centre Pompidou donc, a restauré le film L'Âge d'Or de Buñuel en 1993 suite à l'acquisition du film original Nitrate, qui a rejoint la collection du musée du cinéma expérimental, à l'époque dirigée par Jean-Michel Bourg. Et donc cette restauration s'est faite avec les éléments pour en faire un film 35 mm. Et donc pourquoi aujourd'hui le numériser ? Parce que les techniques actuelles dans le monde, dans la restauration ont évolué depuis quelques années maintenant, du domaine argentique au domaine numérique. Et donc aussi parce que ce qui était déjà un petit peu à l'époque, je crois en 93, mais les éléments films, notamment le négatif nitrate, était dégradé à certains endroits et que les techniques numériques permettaient de scanner, d'utiliser différents éléments. Enfin, disons qu'il y avait un avantage aussi d'utiliser les techniques numériques actuelles. Hervé Pichard. Donc ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est que nous avons demandé à avoir accès aux éléments argentiques justement pour faire une expertise au sein des collections films de la Cinémathèque. Et là peut-être que Céline, tu peux intervenir puisque ce travail a été fait au sein de ton service. Alors oui, effectivement, dans une restauration, il faut tout d'abord expertiser un élément. Donc il faut le dérouler, il faut regarder s'il est décomposé, c'est ce qu'évoquait Alice Moscoso un instant, et aussi comprendre en fait comment il a été fait. Et on s'est rendu compte que sur L'Âge d'Or, et ça se voit parfois sur la qualité de l'image, c'est un élément qu'on appelle composite. Donc il y a le négatif original, mais il y a aussi des éléments qui ont été contre-typés, qui ont été faits à la trucca. Donc on a des pertes de qualité, mais il y a aussi, et c'est normal, ça fait partie du jeu parce qu'il y a aussi beaucoup d'effets. Donc on fait des effets avec une trucca qui est une tireuse optique. Donc c'est un film qui a été fait aussi de briques et de broc,
et on le voit physiquement sur le négatif original. Et avant d'envoyer ça dans un laboratoire, il faut faire ce qu'on appelle un constat d'état, c'est-à-dire dire au laboratoire, voilà, ce film, il a beaucoup de retrait, c'est-à-dire qu'il est très déshydraté, donc il peut être cassant. Il faut donner des niveaux de retrait, il faut vraiment faire le travail. C'est le début du travail de la restauration, c'est voir dans quel état se trouve le matériel. Et puis, donner aussi des conseils s'il y a des plans trop décomposés. C'est là qu'intervient aussi ce qu'on appelle avant, on appelait ça des rustines, mais c'est des remontages en utilisant un autre matériel. Et c'est là aussi que le matériel qui a été tiré par le Centre Pompidou dans les années 90 a été très important, puisqu'ils ont fait une vraie sauvegarde déjà du négatif. Une sauvegarde, c'est différent d'une restauration, c'est on remet sur un élément de sécurité, donc une pellicule, soit acétate, soit polyester, on reproduit ça du nitrate vers le polyester. Et donc ces éléments-là ont servi à combler justement les plans qui étaient très dégradés. Ça nous a permis de découvrir certains plans dont on n'avait pas connaissance, qui avaient été inversés, et notamment la séquence du début avec le scorpion et la souris, donc qui était, donc qui n'était pas dans le bon sens. Et, ça a permis, d'avoir plus d'informations sur ce film. Donc il y a une grande part de recherche et de documentation sur l'état de la première copie. Oui, des éléments, oui, c'est ça. De tous les éléments en fait, hein, pas que des copies, mais aussi des éléments intermédiaires, le marron, le contre-type et... Voilà. Qu'est-ce que c'est le marron? Et les copies aussi. Le marron, pour ceux qui ne sont pas familiers de la restauration des films. C'est un élément intermédiaire entre le négatif et le positif. Le marron, oui, il y a le négatif, il y a le marron, il y a le contre-type et il y a le positif. Mais à l'époque où a été tiré l'âge d'or, on ne faisait pas encore ça. On faisait souvent un positif d'après le négatif original. Ce qui était dommageable justement pour le négatif, puisqu'à force de faire des tirages et faire des copies directement du négatif, on abîmait le négatif original. Bon, c'est pas non plus le cas de l'âge d'or, puisqu'il a été interdit de projection, donc on n'a pas fait des centaines de copies de ce film, je crois qu'il y en a très peu. Et donc, comme ce qui a été évoqué par Isabelle, effectivement, on avait une copie nitrate, c'est-à-dire une copie de projection d'époque, qui nous a permis de voir à quoi ressemblait le film à l'époque quand il était projeté. Ce qui a aussi une influence sur le cadre. Donc le négatif original, en fait, il est en 1,33, donc plein cadre. Et à l'époque, comme il n'y avait pas encore de système déjà standard pour l'image des copies sonores, donc ils ont juste appliqué la piste sonore carrément sur une partie de l'image. Donc l'image est coupée sur la copie positive. Donc on a plus d'images sur le négatif que sur la copie positive. Et donc la décision commune avec le Centre Pompidou et la Cinémathèque française a été de reproduire ce que les gens ont vu en 1930, c'est-à-dire une copie positive avec un peu d'images tronquées. Oui, parce qu'en fait, ce type de projet est aussi intéressant parce qu'on peut se pencher sur les choix techniques qu'a fait Buñuel à l'époque. C'est 1930, c'est vraiment le début du cinéma sonore, et de voir que il avait filmé un peu dans la tradition du cinéma muet, comme disait Céline, en plein cadre, et donc un cadre, disons, du cinéma muet, et que la décision, son film était un film sonore, et donc il a fait effectivement des choix qui correspondaient à cette nouvelle technique. Enfin, il y avait un petit peu un mix, un mélange des deux techniques. Et ça, quand on se penche sur ce type de projet, et la décision qui doit être prise du type de cadre pour la restauration, c'est toute cette historique aussi technique de l'œuvre sur lequel il faut se pencher et prendre en considération. Et pour rentrer un peu plus dans la façon dont le film est restauré, en termes d'image, est-ce que vous gommez les défauts et les aspérités du temps ? Céline pourra peut-être mieux en parler que moi, mais non, la décision a été prise, et puis c'est dans le petit texte introductif qu'on a aussi introduit dans cette version restaurée du film. C'était d'expliquer que non, justement, des défauts qui nous semblaient, d'après le travail de recherche qu'on a pu faire,
correspondre à des défauts du tournage original ou de tirage qui étaient présents dans les éléments originaux du négatif original, on a pris le parti de les laisser, de ne pas les corriger. L'idée, c'était de corriger plutôt toute trace de dégradation, de décomposition dû à des conditions de stockage, enfin plus le passage du temps qui n'était pas du tout, disons tout ce qui correspondait au film tel qu'il a été, les défauts entre guillemets, des histoires aussi de désynchronisation du son qui sont aussi, comme on le disait, enfin c'était le début du cinéma sonore inhérent à la production de l'époque. Bien sûr, le parti pris a été de... Enfin, il n'y a pas eu de trop de discussions à ce sujet. On était tous plutôt d'accord à ce sujet. Le parti pris a été effectivement de laisser ces défauts, entre guillemets. C'est un film en noir et blanc. Est-ce qu'il faut que vous arriviez à retrouver les niveaux de noir, de blanc, de gris de l'époque ? Je vais une nouvelle fois répondre. Ça a été notre tentative, du moins. Il y a plus d'informations sur un négatif que sur un positif, de toute façon. Donc, l'étalonneur avait un champ de travail beaucoup plus important que si on avait scanné un positif. Donc, on n'est jamais aussi proche qu'une copie positive parce qu'il y a déjà une génération en moins, donc on a plus de détails. Là, ce qu'on voit finalement, c'est un négatif projeté sur un DCP. Donc, on n'est pas exactement sur une vraie recréation de ce qu'était l'expérience du positif. Donc, c'est mieux que ce qui était projeté à l'époque, quelque part ? Je ne dirais pas mieux, c'est différent. C'est une modernisation qu'on ne peut pas éviter quand on scanne un négatif. Mais malgré tout, j'évoquais la copie de référence tout à l'heure et Alice l'a évoqué aussi. On a quand même demandé à l'étalonneur de regarder cette copie positive, de ne pas juste se lancer dans des contrastes noir et blanc ou de faire un film noir d'après un film qui n'était pas un film noir à l'époque. Parce que souvent, la tendance, parfois regrettable, c'est que dans beaucoup de restaurations modernes, on a tendance à faire les films noir et blanc trop contrastes. Parce que les gens aiment ça, ils aiment bien ce côté un petit peu contraste, ça fait un peu film noir, mais finalement, là, on a essayé de respecter au maximum les niveaux de gris du film et même la manière dont le positif avait été tiré à l'époque. Voilà. Est-ce qu'il y a des enjeux similaires pour le son ? Parce que c'est un film où il y a à la fois quelques dialogues, il y a également de la musique. Oui, alors il faut bien comprendre que c'est un film donc, de 1930, donc c'est un des premiers films sonores avec des techniques très spécifiques, mais c'était les balbutiements du cinéma sonore en France. Et évidemment, lorsqu'on a restauré le film, on a voulu conserver toute la fragilité de cette époque-là, en sachant que comme l'a dit Alice, il y avait des problèmes de désynchronisation, mais qui étaient complètement assumés, je pense, à l'époque, mais évidemment des captures de second qui étaient des fois un peu limite, et quand on a restauré le film, l'idée c'était de faire un nettoyage mais pas du tout un remixage, et donc de retrouver le son comme on pouvait éventuellement le lire à l'époque, pas forcément comme il était projeté à l'époque, mais en tout cas disons comme il était enregistré, disons. Et on a été assez attentif justement aussi sur cet aspect-là. Et je pense qu'on peut faire un lien évident entre la façon dont on a restauré le son et la façon dont on a restauré l'image. C'est-à-dire qu'on n'est pas intervenu plus que ce qu'il fallait en gardant les défauts d'époque qui étaient essentiels pour rappeler d'une part la fragilité du film, mais aussi son contexte artistique et provocateur. Une question sur la conservation du film. Les films ont longtemps été conservés notamment en négatif. Aujourd'hui, est-ce qu'on les conserve à la fois en argentique et en numérique ? Oui, on conserve le film. On a toujours conservé depuis le début en argentique et en numérique aussi d'ailleurs, parce qu'on avait fait aussi une numérisation non restaurée, enfin à partir de la copie argentique restaurée de l'époque. Et on en a fait tirer plusieurs pour les diffuser. Faudra-t-il de nouveau la restaurer à l'avenir ? Certainement, oui, puisque les technologies évoluent sans cesse. Déjà, nous, à l'époque, on pensait déjà avoir fait une restauration argentique parce que le numérique n'existait pas. Et on trouvait ça déjà formidable. Donc, et après, nous-mêmes, on a fait une numérisation avec les technologies qui existaient à cette époque-là, qui étaient beaucoup moins
haute définition qu'aujourd'hui. Donc, bien sûr, ça peut évoluer dans 10 ans, 20 ans, comme toutes les restaurations. Est-ce que, à la fois à la Cinémathèque et au Centre Pompidou, vous travaillez à la valorisation de ce film dans les prochains mois ? Oui, l'idée, évidemment, d'ailleurs dans une démarche de restaurer un film, c'est aussi de le faire revivre. Et donc il y a cette idée, évidemment, de pouvoir montrer le film, d'une part dans les festivals, dans nos institutions respectives, donc dans les murs de la Cinémathèque française et au Centre Pompidou, et puis évidemment à l'étranger. C'est un film qui est suffisamment fort, qui a suffisamment marqué l'histoire pour qu'il puisse intéresser encore un très large public qui peut être curieux de voir aujourd'hui ce film qui finalement a gardé une certaine modernité. Et pour terminer, je vais vous poser la même question à vous quatre. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, pour vous, il faut voir ce film, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler ou qui n'auraient jamais entendu parler de Buñuel ? Moi, c'est un souvenir d'adolescence. J'ai vu ce film au lycée, après avoir vu Un chien andalou. Et c'est un film qui m'a marqué à vie. Tout comme Le chien andalou, je trouve que c'est un film punk, provocateur et qui fait toujours autant d'effets à l'heure actuelle. Et c'est ce qu'a dit Frédéric Bonneau en introduction. C'est aussi une magnifique figure de l'amour fou. Et quand je pense à l'amour fou, je pense à ce film. Oui, moi, je trouve que ce film est très audacieux. En 1930, c'était incroyable de faire ce film. Et je trouve que Buñuel a eu beaucoup de courage et d'audace pour sortir ce film au public. Même s'il a été évidemment rejeté, censuré, mais il a eu raison de le faire. Parce qu'il nous parle encore aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Oui, j'allais le dire, cette audace, justement, ce film n'a pas été vu pendant 50 ans, c'est ça ? De 1930 à sa sortie. Suite au scandale qu'il a provoqué, il a fallu attendre les années 80, plusieurs restaurations, avec aussi, on voit en regardant un peu les différentes restaurations, quelques choix, à la fois pour des raisons techniques, mais aussi de moyens, des choix différents. Et donc, il semble d'autant plus actuel et nécessaire de pouvoir le voir maintenant. Bon, évidemment, je vous rejoins. Je pourrais peut-être juste rajouter le fait que ce film-là, finalement, annonce tout le cinéma de Buñuel. En sachant que Buñuel, c'est un engagement artistique très fort, avec des obsessions qu'on retrouve dès ce film-là. C'est-à-dire que, évidemment, la folie, la mort, la provocation. Dès ses premiers films, on sent qu'il est fasciné par toutes ces questions-là, et on retrouvera ses obsessions jusqu'à son dernier film. Et donc, évidemment, lorsqu'on s'intéresse à Buñuel, il me semble, quel que soit le cinéaste d'ailleurs, c'est toujours intéressant de se replonger dans ses premières œuvres, qui sont évidemment imprégnées aussi d'une époque surréaliste, d'une écriture automatique, qui l'aidera toute sa carrière. Merci beaucoup à vous quatre, Hervé Pichard, Céline Ruvio, Isabelle Der et Alice Moscoso, d'avoir participé à cet entretien à propos de la restauration du film L'Âge d'or de Luce Buñuel. Merci. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entretien à propos du Festival de Cannes et de Cannes Classics. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Négatif depuis le Festival de Cannes 2019. Vous pouvez nous écouter et nous réécouter sur notre site négatif.co et sur Facebook, YouTube, iTunes ou Spotify. À bientôt.